À la page 51 du chapitre 48 de mes notes de cours, on va répondre à une première question de la section 5.7 de Séguin qui porte sur la croissance et la décroissance du courant dans des circuits RL, des circuits qui ont une résistance et une inductance. On va répondre à la question instantanée 1 que j'ai intitulée « Les valeurs extrêmes » et dont on peut lire le libellé à la page 465 de Séguin. Il s'agit d'une question pour laquelle il serait relativement facile de fournir directement une réponse, mais ici c'est plus intéressant de démontrer mathématiquement la validité de notre réponse. Bon, on nous dit d'étudier un circuit RL de base avec une force électromotrice dedans, avec une pile dedans, aux deux extrêmes, c'est-à-dire à t égale 0 et à t est égal à une très grande valeur, là, est égal à l'infini. Donc on a un circuit avec une force électromotrice qui est en arrière ici. J'ai une valeur de résistance, une valeur d'inductance. Évidemment, j'ai une force électromotrice comme ça. Fondamentalement, quand je vais mettre l'interrupteur pour que le courant puisse passer, ça va induire du courant comme ceci. En passant, j'ai mentionné qu'une bobine, ce dispositif-là électrique, dans un circuit électrique, avait comme principale caractéristique de s'opposer au passage du courant. Il ne gagnera jamais parce qu'il finit toujours, on finit toujours par le vaincre, mais au départ, il va s'opposer. Fait qu'à quelque part, il faut le voir comme une force électromotrice là, qui s'oppose à la force électromotrice principale. Il ne faut pas oublier la question comme telle. On nous demandait quelles sont les valeurs de voltage aux bornes du résisteur et aux bornes de l'inductance pour les deux temps mentionnés. Évidemment, le premier élément de compréhension, c'est lorsque l'interrupteur était ouvert, évidemment, il n'y avait pas de courant. Donc, quand je vais fermer l'interrupteur, ma condition initiale, c'est que je commence avec un courant 0 qui, après ça, peut croître. Donc, initialement, j'ai un courant égal à 0 ampère. Immédiatement après 0 secondes, j'ai ce courant de 0 ampère là. On me demande quel est le delta VR. Je l'ai illustré ici dans mes variables, et également le delta VL, parce qu'il était dans nos variables de données. Le delta VR, pour connaître le voltage aux bornes d'une résistance, on applique la loi d'Ohm tout simplement. Dans ce cas-ci, delta VR est égal à R fois mon I. Et mon I, on va le mettre sa valeur qui est égale à 0. Donc le delta VR va être égal à 0 volts. Pour calculer le delta VL au même instant, on va utiliser la loi des mailles. C'est un circuit électrique, c'est une maille électrique. Hein? Donc je pars ici, je vais avoir plus E moins delta VR moins delta V. Donc loi des mailles, delta V est égal à 0. Plus force électromotrice, moins delta VR, moins delta VL. Donc, le delta VL va être égal à E moins delta VR. Donc, le delta VR, on a trouvé que c'était 0. Donc, le delta VL va être égal à E initialement. Et on pourrait préciser que le voltage qu'on a ici, c'est aussi là, le E induit. Ce qui vient montrer en même temps qu'au départ, les deux s'annulent et qu'il n'y a pas de courant qui passe dans delta VR. À un temps très grand, d'ailleurs, ça devient pratiquement vrai dès qu'on dépasse 5 fois la constante de temps d'un circuit RL. Donc, on peut calculer c'est quoi la constante de temps, puis quand on dépasse 5 fois cette constante de temps-là, on est déjà dans des conditions extrêmes de temps très long, si on veut. On a dit qu'une bobine s'opposait au passage du courant, mais elle ne gagne jamais, elle finit toujours par faiblir. Donc, rendu à un temps très grand, elle ne s'oppose plus du tout. C'est comme avoir ici un E induit qui est égal à 0. Ce n'est qu'un fil que le courant passe dedans. Ça n'a pas de résistance. Donc, le courant va tendre vers le courant maximum, puis va être contrôlé exclusivement par la résistance, par la loi d'Ohm si on veut. Donc, le I, ça va être mon I maximum. Et par la loi d'Ohm, ça va être delta V sur R, donc le E de la force électromotrice divisé par R. Parce qu'évidemment, ici, j'ai dit qu'il y avait un E égal à 0. Donc, tout ce qui reste, delta VR est égal à ça, divisé par la résistance. Ça me donne mon courant maximum. Donc, ça, c'est ma condition extrême. Ce n'est pas la réponse que je cherche, parce que la réponse que je cherche, c'est quel est delta VR. C'est R fois I, donc c'est R fois mon I maximum. On voit que les R se simplifient, puis encore une fois, on tourne en rond à quelque part, mais on revient affirmer ce que j'avais dit, delta VR va être égal à la force électromotrice de ce côté-ci. Pour le delta VL, je vais faire la loi des mailles. On l'avait déjà analysé, la maille ici. Donc, delta VL est égal à E moins delta VR. Puis delta VR, on vient de voir qu'il est égal à E. Donc, delta VL vaut 0. Le E induit vaut 0 à cet endroit-là, à ce moment-là, je devrais dire.
Hein, ce qu'on a dit tantôt, là, lui, c'est comme si il ne serait plus là, rendu un temps très grand. En bas, ben, j'ai fait un exemple numérique un peu de ça, puis c'était surtout pour revenir sur les courbes puis expliquer les différences avec les condensateurs. J'ai mis des variables qui arrivaient bien là, pour fixer toujours mes limites. Donc, une force électromotrice de 10 volts pour une résistance de 1000 ohms, puis une inductance de 2 Henry. Ce qui permet de calculer la constante de temps L divisé par R. Donc, 2 divisé par 1000, ça fait 2 millisecondes. Ça mettait une échelle de temps facile. Donc, une fois la constante de temps, j'ai atteint 63% de ma valeur. Fait qu'on voit que le courant commence à 0 et va tendre vers sa valeur maximum comme s'il n'y aurait pas d'inductance, que j'aurais juste une résistance. Donc, il va tendre à une valeur de E divisé par R, donc à peu près 10 mA. Ça, c'est un 12 qui est caché derrière de là qu'on voit mal. Là. Un petit peu mieux comme ça. Donc, on est au milieu du 8 et du 12. Donc, ça, c'est le courant. Je vous rappelle, si ça serait un circuit RC, que j'aurais fait la même chose avec un circuit RC, ben, il y aurait eu un gros courant au départ, puis après, le courant tend vers 0. Donc, il y aurait eu un pic de courant, puis dépendant de la constante de temps que je descends plus ou moins rapidement, je m'en vais vers un courant de 0 parce qu'évidemment, le condensateur, c'est 2 plaques séparées par un isolant. Fondamentalement, le courant ne peut pas passer. Il va passer initialement, mais il n'arrivera pas à passer à long terme. Le delta VR, bien évidemment, la relation, c'est delta VR est égal à R fois I. Bien, le I augmente, bien, le R va avoir la même, pas le R, mais le delta VR va avoir la même allure et il va tendre vers la valeur maximum à la fin, que c'est la force électromotrice de la pile. L'autre intéressant, c'est le delta VL. Ben, lui, il a un peu le comportement. D'ailleurs, quand j'additionne ces deux-là au même instant, il devrait toujours donner le E. Donc ici, lui vaut 0, puis lui vaut 10. Les deux ensemble vont donner 10. Puis quand je tends vers 0, ben, c'est l'autre qui vaut 10. Donc le delta VL, au départ, il y a un E qui est également le E induit dans la bobine, puis ça tend tranquillement vers 0. On avait vu aussi dans le résumé une équation qui définissait la relation entre le champ, entre le flux magnétique et le courant. Là, N flux est égal à I fois L. Bien, cette valeur-là de N flux augmente, évidemment, parce qu'il va suivre la courbe du I, c'est I fois L. Fait que c'est juste le L vient multiplier la courbe qui est ici, puis ça change l'échelle de la courbe. Mais on va arriver au même genre de courbe là, que le flux magnétique tend. Puis on voit par conséquent que le flux magnétique tend vers une droite. On a dit que quand le flux magnétique tend à une droite horizontale, il n'y a plus de variation de flux magnétique, il n'y a plus de E induit. Donc le E induit tend vers 0. Ce qu'on voit ici, toutes les courbes se tiennent.